Bonsoir. Parmi les nouveautés 2023 concoctées par le gouvernement, une expérimentation sur le revenu de solidarité active, le conditionner à une activité. Mais au-delà de cette expérience, à quoi sert ce revenu aujourd'hui? Qui sert-il même? Et au-delà, comment en sort-on? Le tout dans un contexte où les allocations chômage sont désormais revues au cordeau. On débat de tout cela ce soir avec mes invités. Marie Lacoste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire du Mouvement national des chômeurs et précaires. Arnaud Viala, bonsoir. Bonsoir. Le département de l'Aveyron, dont vous êtes le président, va expérimenter ce RSA conditionné. Vous nous en parlerez. Nous avions évidemment invité des représentants de la majorité présidentielle. Tous ont décliné notre invitation. Alors tout d'abord, pour bien préciser les choses, pourquoi ou comment se retrouve-t-on au RSA? Arnaud Viala? On se retrouve au RSA quand on est dans une situation de difficulté qui fait qu'on a besoin d'être soutenu. Et donc le RSA, comme son nom l'indique, est un revenu de solidarité active qui est en fait modeste dans son volume et qui permet à ses bénéficiaires de traverser une période plus difficile. Il y a des profils en particulier ou pas du tout, Marie Lacoste? Alors souvent on caricature les allocataires du RSA. Moi, pour en rencontrer quotidiennement, ce sont des personnes très très variées. Vous avez à la fois des jeunes qui, passés 26 ans, n'ont pas encore d'emploi et donc ont besoin d'un petit revenu puisqu'ils ont quitté le domicile parental. Vous avez des agriculteurs qui ne s'en sortent pas en travaillant. Vous avez même des professions libérales, même des avocats qui touchent le RSA. Après, je pense que une partie importante des allocataires, ce sont des personnes qui sont arrivées en fin de droit de chômage et qui donc ont besoin quand même d'un filet de sécurité. C'est vraiment un filet de sécurité, le RSA. Je rappelle que c'est 598 € par mois pour une personne seule. Donc il ne faut surtout pas imaginer que c'est la panacée. Oui, bien sûr. Alors avant de poursuivre notre discussion, on va regarder tout de suite combien de personnes ça concerne dans notre région, notamment. C'est l'info en face, signée cette semaine, Karine Pellat. En Occitanie, près de 195 000 personnes perçoivent le RSA, le revenu social d'activité, soit 11% des allocataires de métropole, faisant de notre région la troisième région de France en nombre d'allocataires. 194 700, c'est le nombre précis d'allocataires en Occitanie, soit 6% de la population de la région. C'est dans la Haute-Garonne, l'Hérault et le Gard que l'on compte le plus grand nombre d'allocataires. Mais si on regarde ces chiffres par rapport à la population des départements, ce sont les Pyrénées-Orientales qui arrivent en première position avec 9,5% des allocataires. Un département qui se retrouve même en 6e position à l'échelle nationale. En 2019, on sait que seulement 4,3% des allocataires ont retrouvé un emploi. La durée moyenne de versement de l'allocation est d'1 an et demi pour les 35-44 ans. Globalement, la tendance est plutôt à la hausse, 1% d'augmentation entre 2018 et 2019. C'est sans parler de la crise sanitaire et des confinements où la hausse avait été spectaculaire. On a enregistré jusqu'à 207 000 bénéficiaires fin 2020. Aujourd'hui, on est quasiment revenu à un niveau d'avant-Covid. Une seule constante lorsque l'on parle du RSA, c'est le nombre de femmes concernées. Elles représentent 54% des allocataires. Alors toujours pour finir de poser vraiment les bases de notre débat, c'est le département qui gère le RSA, mais comment? C'est le département qui gère le RSA puisqu'il enregistre les demandes et c'est le département qui les instruit et qui verse l'allocation de RSA aux bénéficiaires une fois l'instruction achevée. Et ça, c'est hérité d'une décentralisation d'il y a plusieurs années. Au départ, l'État a compensé les départements en fonction de ce qui était transféré. Depuis, évidemment, les choses ont évolué et les départements aujourd'hui administrent complètement le RSA, le font aussi avec des partenaires, puisque les départements, en tout cas le département de l'Aveyron, n'a pas tous les moyens de traiter directement tous les dossiers, donc il a des partenaires auxquels il confie la gestion en fait des demandes, mais c'est toujours le département qui, in fine, verse l'allocation aux bénéficiaires du RSA. Ces bénéficiaires, ils sont, j'allais dire, on a vu quelques chiffres, mais très éloignés du monde du travail ou pas forcément?
Pas forcément, hein. Ça peut vraiment être un passage, hein, le RSA. C'est vrai que pour une partie, on l'a entendu, hein, la durée de versement d'allocation, ça va aller jusqu'à 1 an et demi, pour certains plus longtemps. Ouais. Parce qu'il faut comprendre que, on le dit, c'est là pour compenser un moment compliqué dans la vie, mais quand on dit compliqué, ça peut être un accident de la vie, donc ça peut être, je sais pas moi, une dépression, ça peut être un événement rupture. familial très difficile. Voilà, ça peut être plein de choses qui expliquent. Et puis l'entrée dans la vie active pour les jeunes. Donc voilà, il faut le temps de régler tous les problèmes. Et on sait qu'il y a un certain nombre de handicaps qui empêchent l'accès à l'emploi. Ça peut être des questions de mobilité, ça peut être la naissance des enfants, il faut les faire garder, c'est compliqué. Enfin, il peut y avoir plein de raisons qui freinent l'accès à l'emploi, mais il y a quand même beaucoup la question de la santé. Alors, c'est vrai que là, je ne parle pas de santé au terme de handicap, avec un handicap reconnu par la Maison départementale du handicap. Je parle de risques psychosociaux, des gens qui sont en souffrance, vraiment, et qui ne sont pas en état tout de suite de reprendre un travail. Et donc, le RSA va rester ce dernier filet. Le retour au travail, ça doit être la priorité ou pas forcément? Mais le retour à une forme d'activité est évidemment l'objectif, parce qu'en fait, comme on le dit l'un et l'autre d'ailleurs, le RSA est là pour permettre de pallier une difficulté dont on espère qu'elle est la plus temporaire possible. Et ensuite, ce que nous faisons déjà en Aveyron, mais que nous voulons intensifier, et c'est la raison pour laquelle nous avons été candidats dans l'expérimentation nationale, c'est accompagner encore plus et de manière encore plus personnalisée chaque bénéficiaire du RSA, précisément pour que ce temps soit le plus limité possible et surtout qu'il y ait un point d'horizon et donc une possibilité de retour à une forme d'activité. Ça dépend tout à fait de la situation du bénéficiaire et nous savons pertinemment, et je rejoins Madame en cela, que les situations individuelles sont très différentes les unes des autres. Que certains allocataires du RSA sont peu éloignés de la capacité à retrouver une activité professionnelle. Et dans ce cas-là, l'accompagnement va être très bénéfique parce qu'il va permettre le passage à l'acte plus rapidement. D'autres en sont au contraire très très éloignés et il y aura des étapes à franchir avec peut-être de la formation, avec peut-être même de la socialisation au départ. Et donc, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons intensifier en ayant aussi, mais c'est l'autre volet de la question que nous nous posons, une réflexion sur la manière dont nous organisons nos services pour permettre cet accompagnement. On va y revenir justement. Alors là, ce serait conditionner ce versement de RSA à une activité, mais il ne faut pas croire que les bénéficiaires actuels du RSA ne font rien. Certains sont déjà suivis, font aussi de l'associatif ou autre. C'est pas simplement je touche mon allocation et je reste chez moi. Mais dans la loi sur le RSA, il est bien clairement indiqué que tout allocataire doit signer un contrat où il prend des engagements. Donc soit c'est un contrat qu'il va faire, je prends l'exemple de la Haute-Garonne parce que c'est celui que je connais le mieux, hein, la moitié des allocataires du RSA ont signé un engagement auprès de Pôle emploi, donc sont accompagnés par Pôle emploi, et l'autre moitié, ils ont dû signer ce qu'on appelle un contrat d'engagement réciproque où sont clairement indiqués les options de son insertion. Mais dans l'insertion, il n'y a pas que l'emploi. Ça peut être aussi accéder à un logement, ça peut être se soigner. Vous avez des gens qui sont dans un état physique totalement délabré, donc il faut se soigner d'abord avant de pouvoir revenir à l'emploi. Il peut y avoir beaucoup de choses dans l'insertion. Mais l'objectif final, oui, à la fin, c'est l'emploi. Mais il faut comprendre que pour beaucoup, les étapes avant, elles sont quand même longues. Hein. Et donc, moi, c'est en ce sens-là que cette expérimentation, si on est tous d'accord sur l'idée qu'il faut mieux accompagner les allocataires du RSA et qu'il y a évidemment de la marge de progrès, de projet aussi d'ailleurs. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est la façon dont c'est fait. C'est la façon dont cette réforme a été préparée, comment elle est annoncée, comment elle est utilisée politiquement et comment elle est présentée dans les médias. Voilà, tout ça, moi, je trouve que c'est extrêmement choquant. Voilà. Alors, Arnaud Viala, justement, vous n'êtes pas dans la majorité présidentielle, et vous avez choisi d'expérimenter. Donc, on ne peut pas, entre guillemets, vous taxer d'avoir été politisé. Donc, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette possibilité ou cette marge de manœuvre de conditionner à une activité? Comment vous envisagez la chose concrètement, vous? Moi, ce que je veux dire, c'est que avant même que l'expérimentation nationale ne soit lancée, le département de l'Aveyron était en réflexion
parce que dans le projet départemental que nous avons écrit et constitué après les élections de 2021, nous avions souhaité inscrire comme objectif de nos politiques solidaires une démarche proactive pour accompagner le mieux possible les bénéficiaires du RSA vers un retour à l'activité. Donc, je ne veux pas dire qu'on a été en avance de phase par rapport au national, mais en tout cas, c'était déjà un travail que nous étions en train de conduire. C'est pour ça, tout simplement pour ça, que nous avons été candidats lorsque l'expérimentation nationale est sortie, parce que finalement, elle rejoint complètement l'objectif que nous avions au niveau départemental avant. Et cette activité, quelle pourrait-elle être? Mais il y a une palette très large d'activités possibles qui correspondent aux différentes réalités que peuvent vivre les bénéficiaires. Et moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, à la fois politiquement et puis, pardonnez-moi, mais médiatiquement autour de l'expérimentation France Travail, c'est plutôt les détracteurs de cette vision de la société où l'on ne cherche pas à maintenir quelqu'un dans une situation de précarité, mais où, au contraire, on met tout en œuvre pour permettre, par des accompagnements calibrés, que chaque personne puisse en ressortir le plus vite possible. Ce sont ces détracteurs qui crient au loup, excusez-moi, et qui finalement font un écho très négatif à l'expérimentation. Moi, par exemple, la question de la sanction, puisque c'est au cœur de toute cette polémique, est une question qui viendra dans un deuxième temps. Nous voulons d'abord, avec l'État, écrire le cahier des charges, voir précisément l'étendue des dispositifs qu'on peut proposer aux bénéficiaires avant de s'appesantir sur la question de la sanction, qui d'ailleurs ne s'appliquerait ou ne s'appliquera qu'aux bénéficiaires qui refuseraient catégoriquement, sans avoir une bonne raison de le faire, de rentrer dans le dispositif. Une élue CFDT de la métropole lyonnaise, où va aussi être testé le système, dit « on passe d'un droit à un devoir ». Est-ce que c'est aussi votre sensation ou pas, Marie Lacoste? Oui. Oui. Alors, moi, je voudrais quand même préciser que, eu égard à mes responsabilités, j'ai participé aux commissions qui ont préparé cette expérimentation. Donc, déjà, sur la forme, c'est une expérimentation qui a été décidée dans la précipitation. On nous a fait travailler, puisque ça s'appelle des concertations, c'est à la mode, hein. On nous a fait travailler sur 3 visios. On était 80 par visio pour essayer de travailler ensemble. C'était surréaliste. C'est les nouveaux modes de fonctionnement, ça, oui. Voilà. Et donc moi j'ai travaillé sur 2 plans, sur la question de l'accompagnement, donc le contenu des 15-20 heures, et sur la deuxième question, la question des droits et obligations. C'est même pas droits et devoirs, c'est droits et obligations. Moi, ce que j'ai entendu, c'est pas ce que vous dites. Ce que j'ai entendu, c'est que le projet qui va être présenté là au haut commissaire qui s'occupe de ça, c'est un projet où on reprend la méthodologie qui est utilisée à Pôle emploi, à savoir du contrôle de la recherche d'emploi avec des sanctions à la clé et également des sanctions si on est absent à l'entretien, etc. Moi, je voudrais rappeler une chose, rapidement. Le RSA, c'est juste une question de survie. Ça veut dire que si vous enlevez 1 mois de RSA à quelqu'un, derrière, la personne, elle perd les APL, derrière, la personne, elle n'a plus la gratuité à la cantine, elle perd ses droits. Donc, est-ce qu'on est prêt à ce risque-là, alors que l'État n'a lui-même pas depuis le départ, assumer ses obligations d'accompagnement des gens au RSA. Merci à vous deux. En tout cas, ça démarre quand l'expérimentation? On sait à peu près On ou est pas en train de démarrer par l'écriture du cahier des charges. Je voudrais juste dire que ce n'est pas remplacer En un 10 droit par secondes. un devoir, c'est équilibrer droit et devoir. Merci à vous deux, en tout cas, de nous avoir fait partager vos points de vue et votre expertise sur ce RSA sous condition qu'on va évidemment suivre dans l'actualité. Pour l'heure, il est 18h53. L'information de proximité se poursuit sur votre chaîne régionale.